Bienvenue dans ce 81e numéro de Terres et Vignes de l'Aube. Chaque mois, en partenariat avec la Chambre d'agriculture, nous parcourons la campagne auboise afin de découvrir les coulisses de la vie rurale et agricole. Aujourd'hui, place aux femmes, toujours présentes dans les campagnes. Aujourd'hui, elles s'émancipent et sortent de l'ombre de leurs époux. L'agriculture au féminin, c'est le thème de cette émission. Qui sont-elles ? Que font-elles? Quelles sont les qualités qui les démarquent des hommes? Durant cette émission, nous allons répondre à ces questions à l'aide de reportages, mais aussi de nos invités. Bien d'autres découvertes sont au programme. Voici un aperçu grâce au sommaire. Aujourd'hui, Terres et Vignes de l'Aube dresse le portrait de femmes agricultrices ou viticultrices, des femmes dont la présence évolue au sein du monde agricole. C'est plus la femme de l'agriculteur qui travaille en complément, c'est vraiment un choix délibéré. Je considère que l'homme et la femme sont très complémentaires et qu'on peut vraiment faire un très beau travail en apportant chacun ses qualités. Durant la rubrique Comment ça marche, nous verrons comment fonctionne un moulin moderne. Ici, 650 tonnes de blé sont transformées tous les jours. Ce qui représente 500 tonnes de farine. Et pour avoir une idée, ça représente environ 2,5 millions de baguettes par jour. À ce rythme, cela mérite bien une pause gourmande. La chroniqueuse Alexandra Bollert a sélectionné un cocktail 100% au bois durant la rubrique Contre-champ. À consommer avec modération, bien sûr, mais avec grand plaisir. Du plaisir avant tout, Terres et Vignes de l'Aube donne la parole à des femmes passionnées. Deux femmes passionnées ce soir sur notre plateau. On commence avec vous, Anne-Sophie Sonnebroek. Vous êtes chef d'exploitation agricole à la fois à Yèvre-le-Petit et à Magny-Cours. Alors vous partagez cette activité avec votre frère. Mais finalement, vous avez choisi ce métier pour quelle raison? Est-ce par ambiance familiale, vos parents étaient agriculteurs, ou bien est-ce un choix profond et délibéré? Je viens du milieu agricole, donc j'ai baigné dedans toute petite. Et puis donc mes parents étant agriculteurs, j'ai toujours eu envie de faire un métier agricole ou para-agricole. Et puis donc j'ai fait des études pour et je me suis installée en 1993. Pour quelle raison, alors que c'est, je crois, 2% des femmes sont chefs d'exploitation C'était le côté nature, liberté dans ses activités, le goût de la terre, tout ce côté-là. La ville, c'était pas pour vous? Non, pas vraiment, non. Sinon, ça m'a jamais trop intéressé. Vous voilà. étiez bien dans votre élément en tant qu'agricultrice. À vos côtés, Sandrine Girardot, vous êtes la présidente de la coopérative viticole Chassenay d'Ars, à Ville-sur-Ars, et également vigneronne. Oui. Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce métier, dans ces métiers de la viticulture? Alors au départ, je me destinais pas du tout à ce métier-là. J'étais plutôt partie sur du commerce, commercial. Et puis surtout, quand j'étais enfant, enfin jeune, nos parents nous demandaient souvent d'aller participer aux travaux et c'était vraiment pas agréable à ce moment-là. Au départ, Au départ, c'était pas quelque chose de vraiment recherché. Pourtant, vous avez baigné dedans quand vous étiez petite, voilà. Mais c'était pas votre tasse de thé, si je puis dire. Pas ma tasse de champagne. Voilà, ou tasse de champagne, oui, exactement. Et alors, qu'est-ce qui a changé? Et alors, mon grand-père un jour m'a dit, écoute, maintenant je prends ma retraite, décide-toi. Et décide-toi. Ouh, le poids familial. Et je suis prêt à te céder une partie de l'exploitation et tu vas être l'exploitante sur une petite surface. Donc en plus de mon métier, j'allais dans ces vignes le week-end. Et alors là, ça a été vraiment le grand bonheur, quoi. Vraiment un grand bonheur de découvrir vraiment ce métier et cette liberté aussi et de voir ces vignes évoluer au fur et à mesure des saisons. Enfin bon, voilà. Bien justement, Christian, il est allé vous voir sur vos lieux de travail, il a pu voir votre passion, hein, Christian. C'est un travail, nos deux invités, un travail qui n'est pas de tout repos. Effectivement, c'est un travail à plein temps. Voilà. À la fois gestion des cultures, gestion des cours du marché, des relations humaines. Les métiers de l'agriculture nécessitent souvent de prendre des décisions, de faire des choix. Et auparavant, les femmes secondaient leur époux en quelque sorte des exploitations agricoles. Aujourd'hui, ces deux femmes gèrent au mieux et avec humilité, je trouve, leur activité. Et je propose de les entendre sur leur ressenti en tant que femme dans un métier agricole. Enfant, Anne-Sophie rêvait d'être bergère. Depuis 1993, elle est devenue exploitante agricole. Pour ma journée de ce matin, j'ai déjà fait un traitement. Je vais en faire un deuxième rapidement parce qu'on a un enrouleur qui arrive. Ensuite, j'ai 2 camions de pommes de terre à charger.
Fille d'agriculteurs, d'après Anne-Sophie, les femmes ont toujours été présentes dans les exploitations. La nouvelle génération sort de l'ombre de l'époux et s'affirme. Ma mère a toujours travaillé à la ferme. Toutes ces années-là, elle travaillait, mais elle n'avait pas de statut. C'est plus la femme de l'agriculteur qui travaille en complément, c'est vraiment un choix délibéré. Un choix et une vision différente de la relation au travail. Je pense qu'on est plus à l'écoute. Après, peut-être au niveau de l'organisation du travail, plus dans l'idée de travailler, mais de se dégager du temps libre à côté. C'est important, pas passer sa vie au boulot, avoir une qualité de vie, quoi. Peut-être faire plus attention à ça. En cette matinée, Anne-Sophie vérifie l'évolution de ses cultures de pommes de terre. En fait, on prélève 40 feuilles. Et si on a 20 feuilles avec des pucerons sur les 2 feuilles du haut, il faut qu'on intervienne. Mais apparemment, là, c'est bon, j'ai pas besoin d'intervenir. Dans le village, elle est la seule femme à la tête d'une exploitation agricole. Un choix assumé, telle une évidence. La liberté, le fait de ne pas être enfermé, de gérer sa structure comme on veut. Et d'être son propre patron. Un plaisir qu'elle aime et partage en devenant aujourd'hui présidente du groupement agricole du canton de Brienne. Peut-être pour peut-être plus communiquer aussi sur le monde agricole, plus d'ouverture sur l'extérieur, je pense. À Ville-sur-Ars, en 1956, la vigne était en apparence une affaire d'hommes. La présidente de la coopérative Chassenay d'Ars regarde ces clichés avec respect et amusement. On se trouve devant une photo des pionniers de la coopérative, les premiers vignerons. Alors ensuite, nous sommes en présence de la photo de mon grand-père et de ma grand-mère. Mon grand-père qui était le premier président de la coopérative. Alors Jean Martineau, deuxième président de cette coopérative, et son épouse. La même chose, une présence féminine très importante pour gérer le quotidien. Oui, je suis la première femme présidente de la coopérative. Et c'est un juste retour des choses, puisque les femmes ont toujours été très présentes dans cette coopérative. Moi, Maude, Thérèse, Marie-Laure, Nathalie. En tout, ici, les femmes participent pour moitié au fonctionnement de la coopérative, une présence féminine qui attire notamment les journalistes européens. La curiosité, je ne la comprenais pas, parce que pour moi, c'était... Effectivement, je suis une femme, mais être un président aujourd'hui, c'est un rôle bien précis, ce sont des missions bien précises. Une mission de management, de représentation et de prise de décision, durant laquelle Sandrine s'appuie sur une qualité féminine, l'écoute. La prise de décision, elle intervient vraiment après beaucoup d'échanges, et ça j'y tiens, c'est quelque chose qui est très important pour moi, d'écouter vraiment les différents avis et les différents conseils que l'on peut me donner. Mais je considère que l'homme et la femme sont très complémentaires et qu'on peut vraiment faire un très beau travail en apportant chacun ses qualités et ses caractéristiques. Et c'est vraiment comme ça qu'on travaille ici, donc ça fonctionne bien. Un autre regard sur le pouvoir et le contrôle. La nouvelle génération de femmes sort de l'ombre des hommes sans pour autant rechercher à accaparer la lumière. Un autre regard, en effet. Sandrine Girardot, on a vu beaucoup de femmes à vos côtés dans ce sujet. Quel métier elles exercent au sein de la coopérative? C'est très varié? Ah oui, au sein de la coopérative, oui, c'est très varié. Alors, bien sûr, beaucoup de femmes au sein du commerce, ça c'est au sein du service commercial, mais il y a aussi des femmes à la production, dans les caves au quotidien. Il y a aussi des femmes au service comptabilité. Ce n'est pas notre cas à la coopérative, mais il existe des femmes œnologues qui sont aujourd'hui tout à fait présentes en Champagne. Anne-Sophie Sonnebroek, et votre métier, vous l'avez appris comment? Donc, j'ai participé à un cursus agricole, j'ai fait un bac agricole, un brevet de technicien agricole, et ensuite un BTS, et ensuite des petits boulots, et ensuite installation. Et vous êtes combien justement dans votre GDA, peut-être sur Brienne, à être installé en tant que... Dans le GDA de Brienne, nous sommes 140 adhérents, et en fait, on est environ 6 femmes. Ça donne les proportions. Voilà. Christian, on continue notre parcours au féminin, si je puis dire.
en découvrant autre chose, c'est-à-dire un groupement? Oui, justement, je propose d'entendre des femmes qui sont peu nombreuses, vous l'avez entendu, mais se regroupent. Figurez-vous que au sein de l'Aube, il existe 4 groupements de développement agricole féminin. Alors ça s'appelle les GDA. Alors pourquoi ont-elles ressenti le besoin de se regrouper? Quelles sont les activités qu'elles mènent ensemble? Je propose d'entendre la présidente du GDA, Darcy-sur-Aube. Les femmes voulaient se retrouver, sortir de chez elles. Elles travaillaient surtout sur la ferme et elles cherchaient à s'instruire en faisant des stages. C'était surtout sortir de chez elles, peut-être pas de la prise des hommes, mais de chez elles et voir d'autres horizons, s'ouvrir au monde surtout. On essaye de faire des rencontres une fois par mois. Par exemple, le notaire pour savoir les nouvelles lois, les assureurs pour savoir comment être bien assuré, comment gérer son patrimoine aussi. Et on fait aussi des stages maintenant sur l'informatique, sur la photo numérique. Et on va surtout visiter, par exemple, les conserveries, les gens qui se sont diversifiés en agriculture, l'escargotière, je pense, enfin des choses, la biscuiterie. On se fait un petit théâtre une fois par an qu'on va voir sur Paris. Ça, c'est le côté convivial. C'est ouvert au monde rural, pas spécialement les femmes d'agriculteurs. Les GDA masculins sont plus du côté, je pense, professionnel. Les femmes ont beaucoup plus d'ouverture que sur leur métier. Sandrine Girardot, est-ce qu'il existe des clubs féminins comme ça en viticulture, des groupements? Alors, il existe une commission au sein du syndicat général des vignerons, une commission des viticultrices de la Champagne, qui réfléchissent aux dossiers administratifs. Elles ont plusieurs dossiers de ce type et qui réfléchissent aussi à l'image du Champagne, la communication évidemment. Et cette vision féminin, elle a vraiment cette utilité de ne pas se mélanger avec les hommes, si je puis dire? Oui, forcément, il y a un côté peut-être esthétique, il y a un côté, un regard différent sur notre produit qu'est le champagne, oui. Qui apporte à tout le monde. Alors d'après la Chambre d'agriculture, un tiers du monde agricole au bois serait féminin ici dans le département, à l'exception des chefs d'exploitation où là encore c'est très masculin. Mais selon vous, Anne-Sophie Sonnebroek, c'est quoi? C'est une affaire de génération, ce changement, cette évolution très lente où les épouses qui étaient déjà là sortent de l'ombre? Mais en fait, autrefois on était femmes d'agriculteurs, donc c'est les femmes qu'on retrouve aujourd'hui souvent dans les GDAF. Et maintenant, les femmes d'agriculteurs, en fait, elles travaillent à l'extérieur. Donc ça a changé beaucoup de choses. Et dans les générations futures, je pense qu'on aura en installation féminine vraiment des femmes qui ont fait le choix de ce métier, pas un complément du mari. Et justement, mais le regard a changé, la situation a changé, mais le regard a changé. Est-ce que c'est un métier d'homme? Toujours Non. Comme vous voulez, c'est vous qui répondez. Mais c'est un peu un métier d'homme, mais accessible aux femmes aujourd'hui, parce qu'au niveau physique, c'est beaucoup moins dur qu'avant. On a du matériel très performant. Et puis, on va dire c'est un métier masculin. C'est pas un métier d'homme, c'est un métier masculin, mais les femmes ont leur place et apportent beaucoup au monde agricole aussi. Sandrine Girardot, vous avez commencé à répondre à ma question, mais je vais aller plus loin. Est-ce que pour vous, c'est une plus-value d'être une femme en viticulture? Est-ce qu'il y a une plus-value à être une femme en viticulture? Une plus-value. Il y a le côté maternel. Le côté maternel des femmes qui fait que une vigne ou une plante en agriculture, évidemment, on doit lui apporter beaucoup de soins. Et donc ça, c'est peut-être ce côté-là qui fait qu'effectivement, il y a un petit plus du côté des femmes. On savait de toute façon qu'il y avait quelque chose de féminin dans le champagne, c'était clair. Ça vous est trop de bien. À consommer avec modération quand même. Merci à nos invités. À présent, un sujet insolite qu'on vous propose. Comment est fabriquée la farine aujourd'hui? Alors vous doutez bien que les moulins à vent ou à eau ne sont plus exploités. Mais quels sont les outils utilisés aujourd'hui? Réponse avec la rubrique « Comment ça marche ?» Christian, vous vous êtes rendu à Dienville à l'occasion de l'inauguration d'un nouveau moulin à farine du groupe Soufflet. Ça vous a permis de découvrir quels sont les outils qui ont remplacé les meules en pierre d'autrefois. Alors le principe reste le même. Il s'agit bien de broyer le grain de blé jusqu'à obtenir soit de la semoule, soit de la farine. La différence, c'est juste la grosseur des grains. Et cependant, aujourd'hui, en Occident, plus personne concasse les grains de blé à la main, on a bien compris. Et les outils sont devenus donc industriels. Et je propose de voir un moulin moderne, 6 étages de haut et pas mal d'automatisme à l'intérieur. Un vrai building. Pain, biscuits, pâte à tarte, ces aliments reposent sur un ingrédient principal, la farine.
Transformer le blé en farine, c'est une affaire de spécialistes et ça tombe bien, David Potier est directeur du moulin Soufflé de Dienville. Alors un moulin, ça sert à écraser du blé pour en obtenir de la farine. Donc la première étape, c'est la réception des blés. On commence par sélectionner les blés en fonction de leur variété. On va envoyer les blés selon un certain pourcentage dans la partie qui se trouve ici en beige et rouge au pied du moulin. Fini donc les moulins à vent ou à eau, ici, sur 6 étages, un automate seconde les meuniers. Une farine de boulangerie ne va pas être la même chose qu'une farine de brioche ou une farine de biscuit. Donc l'automate, en fonction de ce qu'on lui demande, il va aller chercher les blés qui vont bien. On a en même temps un enregistrement de toutes les étapes qui permet d'avoir une traçabilité totale. Au début, toutes les impuretés, paille, pierre, présentes dans les stocks de blé sont filtrées avant la deuxième étape, le mouillage. Le mouillage est une étape très importante parce que ça va permettre de rendre l'enveloppe beaucoup plus friable. Alors ici, on écrase 650 tonnes de blé par jour, ce qui représente 500 tonnes de farine. Et pour avoir une idée, ça représente environ 2,5 millions de baguettes par jour. Avant d'être incorporé dans une baguette, le blé doit être concassé et tamisé. Il s'agit de la troisième étape. Donc là, ici, nous sommes dans la troisième étape. Donc comme vous pouvez le voir, on a plusieurs appareils à cylindres qui vont écraser le blé. Il va passer jusqu'à 19 fois sur les cylindres pour pouvoir être écrasé complètement. Des cylindres, comme on peut voir, qui ont des cannelures, qui vont venir gratter le son pour extraire la farine de l'enveloppe. Durant cette troisième étape, des tamis permettent d'atteindre la qualité de farine souhaitée. Après l'étape de broyage dans les appareils à cylindres, le produit remonte par les aspirations pneumatiques et ensuite il va être tamisé dans ces appareils qu'on appelle des planchichetaires. L'objectif, c'est quand on sort de l'appareil à cylindre, on a un mélange d'enveloppe, de semoule et de farine. Et il faut absolument que l'on sépare tous ces produits pour pouvoir les travailler de nouveau ensuite. C'est là où le savoir-faire du meunier intervient. Il doit répartir, comme il convient, la farine parmi ce dédale de 240 tuyaux. Pour la farine déjà prête, avant d'être expédiée, un dernier test est effectué. On veut être sûr que la farine correspond à ce que le client attend. Donc on va faire des contrôles de panification. On va tester toutes les farines qui sortent du moulin avant de les expédier. La croûte se craquelle et ça produit un bruit. Et on appelle ça le pain qui chante en fait. C'est donc en chanson que la formulation est validée. La préparation des expéditions s'effectue sur le site du moulin. On va la mettre dans des camions par exemple pour l'emmener chez le client. Ou bien on va la mettre en sac. Donc on a une unité d'ensachage sur le site. Il y a une expression qui dit meunier tu dors, mais en fait ici si on dort, on est perdu et on n'a pas le temps de dormir. Comme autrefois, le moulin est implanté au cœur des terres céréalières. Ici, dans un rayon de 80 km, les agriculteurs alimentent en blé ce moulin. Anne-Sophie, vous voyez regarder le reportage avec attention, ça vous impressionne ? Je connais un peu les producteurs de blé voilà, aussi. Ça n'a plus de secret pour vous. Non. En tout cas, pour les téléspectateurs, je peux vous dire, ça reste un petit côté magique, quoi. Vraiment, c'est une vraie découverte. Et ce moulin est capable de produire 2,5 millions de baguettes par jour. Il a été inauguré cette semaine. C'est une actualité comme une autre. Je vous propose de regarder d'autres faits marquants de l'actualité agricole auboise. C'est le retour sur l'actu. Christian, votre sélection commence par une dégustation. Oui, c'était le 3 juin dernier, au Rissé, une nouvelle édition du concours des vins. Alors, à noter, cette commune a la particularité d'avoir 3 AOC différentes sur un seul village. C'est quand même assez particulier. Et je propose de voir ce paradis pour les œnologues, la commune des Rissé, le concours des vins annuel. Lors de ce concours annuel, les bouteilles sont masquées. Seul point commun, elles proviennent du canton des Rissé. Vous êtes ici sur la commune des Rissé et nous avons 3 appellations d'origine contrôlée. Donc pour ce concours, nous avons choisi de mettre en avant 5 catégories. Le champagne blanc brut sans année, les cuvées spéciales, le rosé des Rissé, le coteau champenois et le champagne rosé. C'est bien là l'une des particularités des Rissé. Ce concours contribue à mettre en valeur le champagne, mais pas seulement. Il y a un terroir lié ici à un microclimat qui fait que dans ce sol, sous ces conditions météo, le pinot noir s'épanouit et peut faire des rosés intéressants et des rouges. C'est une part de notre histoire. C'est un vin qui me plaît beaucoup. Ça me rappelle... Mais c'est une histoire de... Mais je comprends que ça pèse. Non mais c'est un peu brut de décoffrage, je sais pas. Après c'est un style. Hein. C'est une opération
de promotion, parce que même si on sait que ça n'a pas une retombée internationale, c'est un concours qui plaît, il y a toujours beaucoup d'échantillons présentés. Cette dégustation s'ouvre pourtant à des palais ayant d'autres habitudes gustatives. Techniquement, le vin peut être élaboré n'importe où. Cependant, un champagne est très différent d'un Bourgogne. En fait, c'est une affaire de terroir. À l'issue de cette dégustation, l'attribution des récompenses est immédiate et se prolonge par un échange avec les vignerons participants. Un autre sujet qui va intéresser notre invité Sandrine Girardot, on parle toujours de vin, à déguster avec modération, je le rappelle. Mais avant de déguster du bon vin, il faut d'abord travailler la vigne et ça prend du temps. Et notamment, il y a le palissage qui permet de remonter les feuilles qui poussent très vite à ce moment-là pour que le raisin ait du soleil. Donc c'est une opération jusqu'à présent réalisée manuellement, c'est long, c'est physique. Et figurez-vous que la Chambre d'agriculture a eu la bonne idée sur le vignoble expérimental des Soies de, pour la première fois, démontrer du matériel de palissage mécanique. C'est assez surprenant et je propose d'entendre les appréciations et surtout comment ça marche. Impensable, il y a peu, 3 concepteurs de palisseuses mécaniques ont répondu à l'invitation de la Chambre d'agriculture afin de réaliser une démonstration de leur matériel. Pour 1 hectare, il faut considérer plus 90 heures par exemple de travail. Et là, avec une machine? On va passer dans 1 hectare à peu près à 2 heures, 3 heures. Vite et bien, tel est le défi auquel doivent répondre les concepteurs. Vous avez 2 bandes qui tournent pour remonter la végétation par un effet de vrille. Elles sont légèrement ouvertes pour prendre la végétation pour la ramener à la verticale. Et en même temps, il y a une ficelle qui est déroulée de part et d'autre de la rangée et sur laquelle nous posons une agrafe de façon mécanique à intervalles réguliers. Ça marche pas si mal que ça, apparemment. On est en train de réduire la main-d'œuvre parce qu'on n'en trouve plus, mais c'est encore pas top. C'est pas top parce que ça casse. Ici, les vignerons oscillent entre la volonté de trouver une solution pérenne et une exigence de qualité. Ces drôles de chenillards devraient progressivement apparaître dans les parcelles viticoles. Une autre femme à présent à l'honneur dans notre émission, il s'agit de notre chroniqueuse Alexandra Bollaert. Sa spécialité, ce sont les produits locaux et justement, elle nous présente une recette de saison durant la rubrique Contre-champ. La pomme est au cœur de la recette proposée par Alexandra, Christian. Oui, mais pas n'importe quelle pomme, une pomme de Pays d'Hôte. Elle est allée donc, elle adore les produits du terroir, Alexandra Bollaert. Elle est donc allée chez Madame Dimanche qui propose un cocktail d'été à partir de pommes. Je trouve ça très original. Image. Bonjour, bienvenue dans la rubrique Contre-champ, à la découverte des produits fermiers au bois. Donc, nous sommes aujourd'hui à Champcharme, non loin de Mareil-en-Othe, au cœur du Pays d'Hôte. Le produit phare du Pays d'Hôte, c'est la pomme. La pomme qui est transformée en différentes boissons. Ce que l'on vous propose à l'approche de l'été et des chaudes journées qui s'annoncent, c'est un petit cocktail bien frais à base de ce produit phare. Donc aujourd'hui, c'est Bernadette Dimanche qui nous accueille à Champcharme. Bernadette, vous êtes membre du réseau Bienvenue à la ferme qui garantit donc l'origine fermière des produits. Alors Bernadette, du cidre, du ratafia, du jus de pomme, comment ça s'appelle cette boisson? Ah bien ma foi, puisque c'est produit à Champcharme, nous l'appellerons la soupe de Champcharme. Bernadette, on y va? On prépare ça? On va préparer ça. Le soleil brille, le soleil brille, donc les bouteilles doivent être bien fraîches, oui. Bien sûr. Donc on met le jus de pomme, en mettant une bouteille de chaque, ça vous rabaisse le degré d'alcool. Pour combien de personnes? Moi je compte 14 personnes. D'accord. Ça veut dire qu'on peut très bien, en respectant les proportions, se préparer ça si on est tous les deux simplement à la maison pour non, faire la... non, peut pas, parce que si on se prépare ça à la maison à deux, ouais. Au bout d'une journée, ça va se remettre à fermenter dedans. Donc la soupe de Champcharme, si j'ai bien compris, on a un cocktail. Quand est-ce que vous nous conseillez de le boire Bien sûr, c'est en apéritif ou alors en accueillant des amis l'après-midi avec quelque chose à grignoter, ça serait très bien d'ailleurs. Grignoter local avec ce cocktail, qu'est-ce que vous conseilleriez? Plutôt des choses sucrées, plutôt des choses salées? Alors moi j'aurais tendance à grignoter salé, mais on peut grignoter sucré aussi avec une bonne petite confiture, même simplement sur du pain ou de la brioche. Des rillettes, des terrines. Notons qu'on a tout ça dans l'Aube avec d'autres producteurs dans le réseau Bienvenue à la ferme ou pas. Bon, avant que ça ne réchauffe, Bernadette, on va peut-être savourer? Ah tout à fait, on va servir les verres. C'est excellent. Encore un petit peu. Voilà. Son verre est plein, moi, il va.
le goût de la pomme qui se mélange. Là, j'en avais vraiment marre d'avoir des apéritifs à base d'orange et de citron qui venaient de se mélanger avec du cidre qui n'est pas de la même famille et ça dénotait complètement. À consommer avec modération, bien sûr, mais avec grand plaisir. Bernadette, merci pour cette recette. Donc vous pouvez la retrouver sur le blog jeconsommelocaldanslaube.fr ainsi que d'autres recettes qui mettent en avant des produits au bois. Donc à bientôt. Merci. C'est trop bon. Voilà qui est rafraîchissant. Merci Christian pour cette fin d'émission. Le mois prochain, une autre boisson à consommer avec modération, mais tout aussi rafraîchissante, puisqu'on parlera du champagne, de la route du champagne en fait. Merci à nos invités pour cette émission au féminin que nous avons été très heureux, Christian et moi, de présenter. Rendez-vous donc le mois prochain. Au revoir.